Habituellement, quand on pense à un outil du quotidien, disons un marteau ou une perceuse, notre esprit s'apaise dès qu'on le range dans la boîte à outils. Ouais, c'est juste un objet qui retourne dans le placard, en fait. Exactement. Personne ne passe ses nuits à fixer le plafond en se demandant genre si ce marteau nous juge secrètement, Ah, ça c'est clair. ou s'il trouve nos compétences en bricolage totalement insuffisantes, ou pire s'il va soudainement décider de nous abandonner en plein milieu de la construction d'une étagère. Ce serait absurde. L'outil, il accomplit simplement le travail pour lequel il a été forgé, et puis voilà, il retourne dans l'oubli total jusqu'à la prochaine utilisation. Il n'y a aucune charge émotionnelle attachée à un bout de métal ou de bois. Absolument aucune. Mais alors, dès qu'on observe notre relation avec l'outil ultime de la société moderne, c'est-à-dire l'argent, cette rationalité, elle vole complètement en éclats. Ouais, c'est comme si l'outil avait pris possession de l'artisan, pour le coup. C'est exactement ça. Et c'est ce qui lance notre exploration en profondeur aujourd'hui. Il y a ce désir universel que tout le monde partage, de vouloir moins de stress à la fin du mois, de chercher une forme de liberté, Tout à fait. et surtout de vouloir effacer cette espèce de honte glaciale qui peut surgir au moment d'ouvrir son application bancaire, tu sais. Pourtant, la course acharnée pour accumuler cette ressource, elle génère très exactement le contraire de la tranquillité qu'on recherche. C'est un paradoxe monumental. Et pour comprendre ce qui cloche dans tout ça, on a rassemblé une pile assez massive de sources pour cette session. Ouais, on a pas mal de choses. On a croisé des textes historiques de la philosophie stoïcienne avec des recherches super contemporaines en psychologie financière. Et de l'économie comportementale aussi. Exactement, plus pas mal de notes cliniques sur l'anxiété moderne. L'objectif, c'est vraiment de filtrer toute cette masse d'informations pour en extraire une méthode concrète. Un moyen de rechercher la stabilité financière, mais sans y laisser sa santé mentale, quoi. Sans se perdre soi-même au passage, oui. D'ailleurs, d'accord, décortiquons tout ça. Par où on commence pour désamorcer ce paradoxe? Eh bien, ce croisement de sources est fascinant parce qu'il met en lumière une erreur de diagnostic très moderne. Aujourd'hui, on a tendance à traiter l'anxiété financière uniquement avec des tableurs Excel. Ah oui, les fameux budgets stricts. C'est ça. On fait des budgets, on cherche des stratégies d'investissement complexes. Or, les textes antiques et les données psychologiques récentes pointent vers la même conclusion. Le problème n'est pas mathématique en fait, il est cognitif. Donc c'est dans la tête que ça se passe. Totalement. Il faut littéralement déprogrammer la manière dont le cerveau humain perçoit la monnaie. Et il faut se rappeler que les philosophes comme Sénèque ou Marc Aurèle ne vivaient pas dans des grottes isolées du monde. Non, ils étaient en plein cœur de l'Empire romain. Voilà, une société où la richesse, les jeux de pouvoir et le statut social étaient omniprésents, et même d'une violence inouïe. Leur solution devait fonctionner dans le chaos du monde réel, pas juste dans des séminaires théoriques. C'est vrai qu'on a souvent cette image un peu éthérée des philosophes. Mais la première étape pour entamer cette déprogrammation, d'après les documents qu'on a épluchés, c'est vraiment de détruire la définition par défaut que notre culture donne à l'argent. Absolument. Et les stoïciens utilisent un concept très spécifique pour ça. C'est ce qu'ils appellent l'indifférent préféré. L'indifférent préféré. C'est un peu technique comme terme, non? Un peu, oui. Mais derrière ce mot, il y a une idée explosive. C'est l'idée que l'argent n'est porteur d'aucune moralité. Zéro. C'est-à-dire qu'il n'est ni bon ni mauvais en soi. Exactement. Le cerveau humain a une tendance naturelle, qui est façonnée par des siècles d'évolution culturelle, à moraliser la richesse. Inconsciemment, on installe cette équation tenace, l'idée que l'accumulation de capitaux serait le reflet d'une personne fondamentalement valeureuse. Quelqu'un de travailleur, quelqu'un de bien, en gros. C'est ça. Et le corollaire tragique de ce biais, c'est la stigmatisation de la pauvreté. On la voit comme un échec personnel, un manque de volonté, voire une tare morale. Or, la philosophie qu'on étudie tranche net là-dessus. La richesse n'est ni une vertu ni un vice, c'est une matière inerte. Donc l'approche stoïcienne affirme haut et fort qu'il n'est ni bien d'être riche, ni mal d'être pauvre. C'est une ressource matérielle, point final. Tout à fait. C'est préféré d'en avoir, évidemment, parce que ça offre un rempart contre le froid, la faim, ça débloque des options de vie, mais ça reste totalement indifférent quant à la qualité de l'âme humaine. L'analogie qui me vient à l'esprit en lisant tout ça, c'est pas le classique couteau suisse, mais plutôt l'électricité. Ah, l'électricité, j'aime bien ça. Comment tu l'appliques ? Eh bien, l'électricité circule dans les murs d'une maison. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle peut alimenter un incubateur pour sauver un bébé prématuré dans un hôpital, ou bien elle peut déclencher un incendie dévastateur si les câbles sont mal isolés. Le courant, en lui-même, il se moque éperdument de la moralité de l'action. Il fournit juste la puissance.
C'est une super métaphore. Ça illustre parfaitement la mécanique. Le dysfonctionnement, en fait, survient quand la société se met à vénérer le réseau électrique lui-même. Ou à vivre dans la terreur absolue de la coupure de courant. Voilà, au lieu de se concentrer sur ce qu'on choisit de brancher dessus. Et nos sources comportementales montrent des contrastes évidents. On peut observer des individus avec des patrimoines gigantesques qui sont rongés par la paranoïa ou l'avidité. Complètement isolé. Ouais, alors qu'à l'inverse, on trouve une dignité et une générosité immenses chez des individus qui sont matériellement démunis. La matière monétaire ne dicte jamais le comportement éthique. Mais attends, il y a quand même un éléphant dans la pièce d'un point de vue historique. On parle de Sénèque, là. Ouais, Sénèque. Mais c'était l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain. Il était conseiller de l'empereur. N'est-ce pas le comble du cynisme de s'asseoir sur une montagne de pièces d'or, entouré de serviteurs et d'écrire de magnifiques parchemins pour expliquer au peuple que oh, l'argent au fond, c'est pas très important. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est le genre de discours philosophique qui s'effondre assez vite quand la réalité d'un frigo vide se fait sentir. Exactement. C'est facile à dire quand on a le ventre plein. Eh bien, la contradiction apparente de Sénèque, c'est vraiment l'une des critiques les plus étudiées par les historiens. Et les textes abordent cette tension de front. La nuance cruciale réside dans le rapport de force intérieur. Ces penseurs n'enseignent pas le mépris de la richesse. D'accord, ils ne disent pas qu'il faut être pauvre pour être pur. Non, pas du tout. Ils expliquent que l'argent ne doit sous aucun prétexte devenir le maître de la citadelle intérieure. Sénèque assumait sa fortune, mais il s'entraînait mentalement à la perdre à tout instant sans que cela n'altère son identité. Il s'agit de séparer la réalité comptable de l'identité profonde d'un être humain. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est justement sur cette question de l'identité que les recherches en psychologie de notre dossier rejoignent la philosophie antique. C'est fascinant de voir ces deux mondes se croiser. Si l'argent n'est qu'un simple courant électrique, par quel mécanisme parvient-il à pulvériser l'estime de soi d'autant de personnes aujourd'hui ? Les notes de psychologie mettent en lumière un glissement très pernicieux dans notre langage quotidien. Il y a quelques décennies, l'indiscrétion ultime consistait à demander combien gagnez-vous ? C'était vraiment la question taboue. Oui, mais c'était une question sur un flux, un paramètre extérieur. Aujourd'hui, on observe, surtout dans les environnements très compétitifs, que la question a muté. Ce qui plane maintenant, c'est combien valez-vous ? Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact de cette mutation sémantique. Ça reflète une catastrophe psychologique qu'on appelle la fusion identitaire. La fusion identitaire, c'est-à-dire ? Eh bien, le cerveau humain, face à la question très angoissante de savoir quelle est ma valeur en tant que membre de la tribu, va chercher un raccourci. Au lieu de répondre à cette question philosophique complexe, il la substitue par une question mathématique facile à vérifier. Quel est le solde affiché sur mon écran de téléphone ? Ah ouais, c'est redoutable. En acceptant cette équation, on signe un pacte destructeur. Une perte de clients, un mauvais mois, et le cerveau n'enregistre pas juste une perte matérielle. Il enregistre une baisse de la valeur humaine. C'est l'estime de soi qui est attaquée en plein cœur. Donc lier son estime personnelle à un indicateur extérieur et aussi volatile, c'est littéralement s'assurer une vie de tourment. C'est une garantie de malheur. Accorde à dire que la vraie valeur, elle, est impénétrable par l'économie de marché. Elle réside dans des trucs sous notre contrôle, comme l'honnêteté quand la triche serait lucrative, ou la décence avec laquelle on traite les autres. Mais il y a un concept de Sénèque qui résonne particulièrement bien avec les données économiques modernes qu'on a compilées, c'est l'idée que la vraie richesse consiste à n'avoir que peu de désirs. Et là, on touche à ce fameux problème de l'inflation du style de vie. Tout à fait. Les économistes du comportement l'expliquent par ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est l'observation scientifique que les humains retournent super rapidement à un niveau de bonheur de base, qu'ils vivent des événements très positifs ou très négatifs. L'analogie classique pour ça, c'est le tapis roulant. En cours, on s'épuise, mais on fait du surplace. Mais personnellement, je trouve que ça correspond beaucoup mieux à la mécanique de nos appareils technologiques. Ah, ok. Comment tu vois la chose ? Pensez à un smartphone qui fonctionne parfaitement bien. Soudain, le constructeur pousse une énorme mise à jour du système d'exploitation. Le téléphone physique, le hardware, n'a pas changé, mais le nouveau système demande tellement d'énergie qu'il draine la batterie en 2 heures. Ouais, on a tous vécu ça. L'inflation du style de vie, c'est exactement pareil. L'individu obtient une promotion, son revenu augmente, donc sa batterie est plus grosse. Mais paf, immédiatement, il télécharge les mises à jour logicielles de la société, Il faut la plus grosse voiture, les vacances à l'autre bout du monde. les vêtements de créateur, voilà. Et ces nouveaux désirs drainent l'intégralité du nouveau revenu. Résultat, on gagne le double d'il y a 5 ans, mais la sensation d'être à sec à la fin du mois reste dramatiquement identique. C'est tellement vrai.
La mécanique de cette mise à jour perpétuelle des désirs garantit une forme de pauvreté psychologique chronique. Si les envies matérielles augmentent systématiquement à la même vitesse, voire plus vite que les rentrées d'argent, l'état de manque est maintenu artificiellement. On reste un éternel mendiant, en quelque sorte. Exactement. Et la méthode suggérée pour contrer ça demande d'opérer sur deux fronts. Il est rationnel de chercher à améliorer ses revenus matériels, bien sûr, mais cet effort est vain s'il n'est pas couplé à une discipline féroce pour figer ses désirs, indépendamment de la pression sociale. L'objectif, c'est de dégager une marge de manœuvre, un surplus de batterie qui devient la vraie liberté. Le diagnostic est clair. Mais comprendre intellectuellement ce piège, c'est une chose. Descendre du tapis roulant, c'en est une autre. Surtout quand on est paralysé par un obstacle biologique colossal. La fameuse peur de manquer. Voilà. Les notes cliniques le montrent bien, cette peur n'est pas juste un stress intellectuel. C'est une terreur viscérale, animale. Et les chercheurs notent un truc fou, cette peur hante avec presque la même intensité la personne qui peine à dégager un SMIC et celle qui encaisse des dizaines de milliers d'euros par mois. Changer de tranche d'imposition, ça repousse l'horizon de l'angoisse, mais ça ne l'éteint jamais. Et cette angoisse persistante s'explique vraiment par l'évolution de notre système nerveux. Pour l'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur, un compte bancaire qui se vide n'est pas une simple donnée comptable, c'est un signal de mort imminente. Carrément, totalement contre-intuitive. L'exercice de la pauvreté volontaire. Ah, ça c'est l'exercice radical de Sénèque. Sénèque conseillait de choisir délibérément, quelques jours par mois, d'adopter le mode de vie le plus rudimentaire possible, se nourrir de la nourriture la moins chère, s'habiller de vêtements usés, dormir à même le sol. Et se poser très honnêtement cette question pendant l'expérience. Est-ce donc là la situation que je redoutais avec tant de terreur? Cela soulève une question importante sur la finalité de l'exercice. La consigne n'a rien à voir avec du masochisme ou une glorification de la misère. C'est une technologie psychologique rudimentaire mais super efficace. C'est presque l'ancêtre des thérapies cognitivo-comportementales d'aujourd'hui. Oui, enfin, il y a quand même un aspect qui me chiffonne profondément là-dedans. Lequel? S'imposer volontairement de manger du riz mature pendant un week-end, c'est une simulation tellement artificielle. C'est facile, presque ludique, de jouer aux démunis quand on sait pertinemment qu'une carte de crédit valide et un lit chaud nous attendent sagement le lundi matin. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la vraie précarité. La vraie précarité, c'est l'absence de choix. C'est le stress de ne pas savoir quand ça va s'arrêter. Est-ce qu'une simple retraite de 48 heures a réellement la puissance neurobiologique de désamorcer une angoisse existentielle? Ta critique est super pertinente et elle est même cruciale pour comprendre la limite de l'exercice. Il ne s'agit pas de mimer la pauvreté systémique, qui est une tragédie subie et terrible. Le mécanisme à l'œuvre ici, c'est celui de l'exposition graduelle. L'objectif n'est pas de prouver qu'il est agréable de ne rien avoir, mais de briser le pouvoir paralysant de l'inconnu. D'accord, affronter le pire scénario matériel. Exactement. Souvent, la peur du manque est exacerbée par les scénarios apocalyptiques que notre imagination construit. Comme disait Sénèque, l'esprit humain souffre immensément plus en imagination qu'en réalité. C'est vrai que l'imagination transforme vite une baisse de revenus en un scénario catastrophe où on finit sous un pont en l'espace de 2 semaines. Et l'exercice pratique vient court-circuiter cette spirale. En confrontant le corps, même artificiellement, à la privation de confort, on démontre à son propre système nerveux, de manière empirique, que la survie est possible avec infiniment moins. On découvre une résilience qu'on ignorait posséder. Et ça permet de faire baisser la pression de l'amygdale. Totalement. La conséquence, c'est un changement de posture. Quand la peur de perdre son confort cesse d'être une menace mortelle, on débloque un courage inouï. On trouve la force de refuser des compromis éthiques, de quitter un environnement toxique, parce que le chantage à la perte de niveau de vie ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Une fois qu'on a neutralisé cette angoisse de survie et arrêté de télécharger les mises à jour des désirs dictés par la société, comment on gère notre argent au quotidien? Les documents analysés convergent vers un pragmatisme très terre-à-terre. Les stoïciens ne condamnent jamais l'ambition de faire croître son capital ou de sécuriser l'avenir de sa famille. Ce qui change, c'est le filtre de décision. Il faut se poser les bonnes questions avant chaque choix financier. Du genre, est-ce que cet argent est gagné en respectant ma conscience? Voilà. Est-ce que cette opportunité implique de sacrifier silencieusement ma santé? Est-ce que l'argent généré compensera le temps irremplaçable soustrait à ma famille? Est-ce un achat pour construire ou juste pour impressionner un cercle social? On remarque d'ailleurs que ceux qui incarnent l'archétype de la réussite financière aujourd'hui sont souvent les plus captifs de leur propre système. C'est la fameuse cage dorée. Mais les recherches évoquent aussi une analogie que j'adore, celle de la construction navale.
Ah oui, le voilier. Construire un très grand voilier, avec des voiles immenses qui représentent un niveau de vie très élevé, mais ça nécessite obligatoirement de construire une quille tout aussi profonde et lourde sous l'eau pour empêcher le bateau de chavirer au moindre coup de vent. La quille, c'est nos obligations financières, en fait. C'est ça. C'est l'obligation de maintenir un niveau de revenu astronomique juste pour payer l'entretien, le personnel, les taxes de style de vie. Le bateau file à toute allure, mais la moindre baisse de vent, la moindre crise économique, et tout menace de basculer. Si l'on relie cela au contexte plus large, l'approche tirée de nos sources recommande de concevoir un bateau peut-être moins spectaculaire en surface, mais doté d'une stabilité à toute épreuve. L'argent accumulé ne sert plus à agrandir la voilure des dépenses ostentatoires. Il est redirigé vers l'acquisition de la seule véritable liberté. Racheter son propre temps. Exactement, racheter son temps, investir dans des compétences, préserver sa santé et cultiver une sobriété qui rend les tempêtes économiques presque inoffensives. Le refus des dettes inutiles devient un impératif de survie psychologique, pas juste une règle comptable. L'outil financier retrouve alors sa vocation originelle. Il redevient ce serviteur silencieux au lieu du tyran émotionnel qui dicte notre humeur au rythme des notifications bancaires. Une base stable, ouais. Pour synthétiser les grandes lignes de cette longue analyse, la rédemption de notre relation à la richesse passe par un changement de perspective. La vraie question posée par ces textes, ce n'est jamais comment devenir riche. La seule question qui compte, c'est quel genre d'être humain est-ce que je deviens en cherchant cet argent. Et c'est la clé de voûte de toute cette exploration. D'ailleurs, confronter cette philosophie à notre époque mène naturellement à une réflexion vertigineuse sur l'avenir. Si l'on comprend la nécessité de détacher notre identité de nos revenus, on se prépare à un choc sociétal imminent. Un choc lié à la technologie, j'imagine. Oui, les progrès fulgurants de l'automatisation et de l'intelligence artificielle pointent vers un futur très proche où le travail humain direct pourrait être massivement déconnecté de la création de richesses économiques. Waouh! Donc, si un algorithme ou une machine génère la majorité de la valeur marchande et que les emplois traditionnels ne sont plus le centre de l'existence, tout notre modèle s'effondre. Un modèle qui aujourd'hui nous dit qu'on vaut ce que le marché est prêt à nous payer. Exactement. Dans un tel paradigme, la capacité à trouver une valeur intrinsèque indépendante de la productivité économique ne relèvera plus du simple développement personnel. Ce détachement identitaire deviendra probablement le seul bouclier capable de préserver la santé mentale collective d'une civilisation entière. Ça force littéralement l'humanité à redéfinir sa raison d'être en dehors du travail salarié. C'est qu'une perspective monumentale, hein. Ça montre bien que des textes écrits à la lumière d'une lampe à huile contiennent parfois les codes de survie pour notre ère numérique. C'est fou quand même, hein? Bref, cette analyse invite vraiment ceux qui nous écoutent à observer leur propre quotidien. Identifiez ce qui déclenche le plus de nervosité dans votre gestion de l'argent. Et quand la pression monte, gardez en tête l'image du marteau rangé dans sa boîte. Un outil reste un outil, tout simplement. Exactement. Il ne possède aucun droit de jugement. La stabilité et la liberté ne se trouvent jamais dans une ligne de code sur un écran bancaire. Ce sont des forteresses intérieures. Et elles se construisent indépendamment des fluctuations du monde.